Comme elle réfléchissait à la question, elles ne virent à se demander si une personne, qu'elles ne connaissaient peut-être pas, ne possédait pas les clés de l'appartement, et si elles s'amusaient pas à leurs dépens. Elles décidèrent alors de piéger les fous. Mais malheureusement, aucune trace n'apparut et leur stratégie se révéla inefficace. Apparemment, personne ne s'introduisait chez elles en leur absence. Par contre, la poupée continuait toujours à se déplacer. Malgré tous les étranges incidents qu'elles avaient pu observer depuis qu'elles possédaient la poupée, et même en admettant qu'elle puisse se déplacer toute seule, les deux jeunes femmes n'étaient pas vraiment effrayées. Finalement, l'âne Rajedi ne semblait pas animée de mauvaises intentions. En fait, elle paraissait particulièrement bien disposée à leur regard. À Noël, Donna et Angie découvrirent une délicieuse petite boule de chocolat posée sur la chaise de cerveau. Et comme aucune d'entre elles ne l'avait achetée, alors elles ont conclu que la présence venait de la poupée. Cette délicate attention, qui montrait clairement les bonnes intentions de leur nouvelle amie, les enchanta. Malheureusement, cette harmonieuse collaboration ne devait pas durer bien longtemps. Peu de temps après, Donna et Angie virent une statuette traverser le salon en flottant dans les airs et retomber brutalement sur le sol. À ce moment-là, aucune des deux ne se trouvait près de l'objet. Mais pour la première fois, la peur vit les effleurer. Quelques jours plus tard, en rentrant chez elles, les jeunes femmes constatèrent que la poupée n'était plus dans le salon où elles l'avaient laissée, mais qu'elle reposait sur le lit de Donna. Et elles n'en furent pas vraiment surprises. Le phénomène était devenu habituel. Pourtant cette fois, sans vraiment savoir pourquoi, Donna ressentit un étrange malaise en voyant la poupée, qui lui parut brusquement sinistre. S'approchant de l'âne Régédi, elle s'aperçut que le dos de sa main était taché de sang, et que 3 gouttes vermeilles s'étaient également sur sa poitrine. Alors brusquement terrifiée, elle comprit qu'elles allaient devoir se résoudre à demander de l'aide. Donna et Angie étaient témoins de phénomènes étranges depuis 6 semaines, quand elles décidèrent de prendre contact avec une femme qui se disait médium. Lors de la séance de spiritisme qui s'ensuivit et qui se déroula à leur domicile, la médium leur raconta la déchirante histoire d'Annabelle Higgins, une petite fille dont le corps avait été découvert dans le champ sur lequel l'immeuble qu'elles habitaient avait été construit. Selon Donna, nous avions appris qu'une petite fille était morte sur cette propriété, qu'elle avait 7 ans, et que son nom était Annabelle Higgins. L'esprit d'Annabelle jouait dans les champs longtemps, avant que ses appartements soient construits. C'étaient des moments de bonheur. Elle nous l'a dit. Puis, comme tout le monde, avait grandi ici, et qu'ils n'étaient préoccupés que par leur travail, elle ne savait pas vers qui se tourner, à part nous. Annabelle estimait que nous serions en mesure de la comprendre. C'est pourquoi elle a commencé à faire bouger la poupée de chiffon. Tout ce qu'elle voulait, c'était être aimée. Et ce jour, et c'est pour cela qu'elle nous a demandé si elle pouvait rester avec nous et habiter la poupée. Que pouvons-nous faire? Alors on a dit oui, en l'invitant à rester chez elle. Donna et Angie ne réalisaient pas encore qu'elles venaient de commettre la plus terrible des erreurs. Les jeunes femmes, rassurées par la touchante histoire que leur avait racontée la médium, appelaient désormais la poupée Annabelle, du prénom de l'infortunée petite fille. Et elles ignoraient les remarques de Lou, qui continuait à soutenir que l'âne Rajedi servait de refuge à quelque chose de bien plus dangereux que l'esprit égaré d'une fillette. Le jeune homme leur conseilla d'ailleurs de s'en débarrasser à plusieurs reprises, mais Donna s'opposait fermement à cette idée, expliquant que pour elle, se débarrasser de la poupée équivalait à abandonner un enfant. Annabelle conserva donc sa place dans la maison, mais elle avait tout entendu des propositions de Lou.
Son insistance lui déplaisait fortement, et elle allait lui faire savoir. Une nuit, alors qu'il dormait d'un profond sommeil, le jeune homme se réveilla complètement paniqué. Il pensa tout d'abord avoir fait un mauvais rêve, comme souvent depuis que Donna et Angie possédèrent cette abominable poupée. Mais cette fois, c'était différent. Soudain, alors que j'étais étendu là, je me suis réveillé. Quelque chose me semblait menaçant. J'ai regardé la pièce, mais tout était à sa place. Lorsque j'ai baissé les yeux vers mes pieds, j'ai vu la poupée de chiffon, Annabelle. Elle a glissé lentement sur mon corps, et elle est montée sur ma poitrine. Et elle s'est arrêtée. Puis, elle a mis un bras d'un côté de mon cou, et son autre bras de l'autre côté, comme si elle faisait une connexion électrique. Ensuite, elle m'a étranglé. J'aurais aussi bien pu pousser un mur. Elle ne voulait pas bouger. Elle m'a littéralement étranglé à mort, et je ne pouvais pas l'en empêcher, malgré tous mes efforts. Paralysé et à bout de souffle, Lou, qui était sur le point d'être asphyxié, perdit connaissance. Lorsqu'il reprit ses esprits le lendemain matin, il était persuadé de ne pas avoir rêvé, et il se sentait plus que jamais déterminé à se débarrasser de cette poupée, et de l'esprit maléfique qui la possédait. Le jeune homme avait fort bien compris le message d'Annabelle, qui lui conseillait de s'occuper de ses affaires, mais il s'inquiétait pour ses amis, et il ne voulait pas renoncer. Il savait qu'il devait agir rapidement, avant que la poupée ne frappât une nouvelle fois. Le lendemain soir, Lou et Angie préparèrent leur futur voyage, étudiant les différentes cartes dans le salon. Quand soudain, peu avant 23 heures, ils entendirent des bruissements étranges en provenant de la chambre de Donna. Sa colocataire s'étant absentée pour la soirée, Angie imagina immédiatement que quelqu'un s'était introduit dans l'appartement. Et si Lou ne dit rien, il craignait quelque chose de bien pire. S'avançant prudemment vers la porte, sur la pointe des pieds, il l'ouvrit le plus silencieusement possible. Puis, brusquement, il appuya sur l'interrupteur. La chambre était déserte, et la seule chose qui semblait avoir bougé était Annabelle, figée sur le sol, dans un coin de la pièce. Lou pénétra alors dans la chambre, et il s'approcha de la poupée de chiffon, avec appréhension. À ce même moment, il ressentit un étrange picotement sur la nuque, comme si quelqu'un le regardait dans son dos. Alors il se retourna, et ensuite, il n'arrivait même pas à raconter ce qui lui était arrivé. Mais Angie, qui était derrière lui, le pouvait. Quand Lou s'est retourné, il y avait une personne, mais il a soudainement crié, et il s'est attrapé à la poitrine. Il était plié en deux. Quand Lou s'est retourné, il n'y avait personne, mais il a soudainement crié, et il s'est attrapé à la poitrine. Il était plié en deux. Il était blessé, et il saignait lorsque je suis arrivé près de lui. Il avait du sang partout sur sa chemise. Il tremblait de peur. Et nous sommes retournés dans la salle de séjour. Nous avons ensuite ouvert sa chemise, et là, sur sa poitrine, il y avait ce qui semblait être des traces de griffes. Sur sa poitrine apparaissaient 7 marques distinctes, 4 horizontales et 3 verticales, chaudes comme des brûlures. Bizarrement, ces traces disparurent très rapidement. Le lendemain, une moitié n'était plus visible, et 2 jours plus tard, elles s'étaient toutes évanouies. Terrifiées par cette violente attaque, Donna et Andy décidèrent d'aller consulter un prêtre, qu'elle connaissait et en qui elle avait toute confiance, le père Egan. Bien évidemment, elle pensait qu'il ne les croirait pas, mais le révérend écouta toutes leurs histoires, sans rien contester. Puis, il leur dit qu'il n'avait jamais entendu parler de tel phénomène. Cependant, sans vouloir spéculer, il semblait que le problème était bien spirituel, qu'il était peut-être grave, et il leur promit d'en parler à l'un de ses supérieurs, le père Cook. Après avoir écouté toute l'histoire, le père Cook, qui ne savait qu'en penser, décida de demander l'avis de 2 de ses amis, lesquels étaient particulièrement expérimentés dans ce genre de questions, les célèbres enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren.